Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau workshop, le 16e workshop de la communauté des entreprises s'engagent. Je suis ravi aujourd'hui de pouvoir animer ce workshop qui va être dédié au sujet du handicap, car cette semaine, comme vous le savez certainement, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Comme d'habitude, en une heure, nous verrons ensemble l'ensemble des dispositifs qui permettent à votre entreprise de faire évoluer ses pratiques et de recruter et maintenir en emploi des personnes en situation de handicap. Nous aborderons des thèmes du recrutement inclusif avec la présentation du livre blanc proposé par la GFIP. On verra également le sujet de l'apprentissage et de l'immersion professionnelle. Certains d'entre vous le savent peut-être, mais aujourd'hui c'est le Duo Day et donc on fera un petit focus sur ce sujet de l'immersion professionnelle. Euh, pour introduire ce workshop, on va du coup accueillir tout de suite Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les Entreprises s'engagent. Merci Florian, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est en effet ravis de vous retrouver pour un nouveau workshop, alors qu'il ne pouvait pas être en cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, en ce jour de Dio Day sur un autre sujet que justement le sujet de l'emploi, de l'intégration des personnes en situation de handicap. Vous le savez, hein, depuis le lancement de la communauté par le président de la République en juillet 2018, on considère, nous, que l'expression même de cette société plus inclusive dont on rêve, eh ben, il y a un des engagements qui est sans doute plus emblématique que les autres, c'est cet engagement-là, d'engager les entreprises de la communauté, aujourd'hui 75 000 entreprises, à s'engager, à se mobiliser sur ces sujets, sur ces publics. Ça passe par différents axes et vous allez à travers les intervenants pouvoir en voir certains. Déjà, en effet, la sensibilisation des équipes. Florian parlait d'un livre blanc. Je venais d'évoquer le Bio Day. Le fait d'accompagner aussi les publics très directement, de les recruter ou indirectement de pouvoir travailler sur des achats plus inclusifs. Les entreprises en la matière peuvent mener d'une certaine manière plein d'actions, une politique volontariste en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et notre mission à nous, c'est d'essayer justement d'agréger, notamment au sein de la plateforme Les entreprises s'engagent.gouv.fr et de nos clubs départementaux, ces outils, ces solutions, ces dispositifs pour les rendre accessibles au quotidien sur l'ensemble du territoire et faire en sorte que ces dispositifs qui sont souvent méconnus mais qui répondent parfaitement aux attentes des employeurs bah, le soient plus spécifiquement. Voilà. Donc globalement, en effet, on va aujourd'hui pouvoir découvrir un certain nombre de dispositifs que l'on porte. Je voudrais saluer plus spécifiquement la mobilisation d'ailleurs des clubs départementaux. Les entreprises s'engagent sur ce point qui se mobilisent partout en France, y compris en cette semaine, y compris en cette journée du Dio Day pour faire connaître ces dispositifs, pour proposer des visites justement de structures d'insertion, pour permettre de participer à des job dating dans le cadre de cette semaine, mais bien au-delà, en flux tout au long de l'année. Et c'est plus d'une centaine d'événements qui sont organisés d'ailleurs cette semaine partout en France sous l'égide de la communauté des entreprises s'engagent. On était ce matin avec le Club national des entreprises s'engagent sur un événement important avec deux personnes qui ont découvert le sujet de l'engagement des entreprises et qui étaient en fait les participants au Duo Day de Thibaut Guilluy et d'un membre de son cabinet. Pour nous, c'était un bon début de matinée avec des personnes qui ont découvert aussi l'engagement des entreprises. On est bien content que dans le cadre de ce workshop, des entreprises engagées puissent en découvrir davantage sur ce sujet de l'insertion, de l'intégration et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Merci bien sûr à nos intervenants. Le partenariat, notamment avec la GFIP, est extrêmement resserré. On était hier avec le ministre Olivier Dussopt, bien sûr Fadila Khattabi, à l'occasion d'un point d'étape sur la conférence nationale de handicap. Ravi de voir qu'un certain nombre de mesures, de propositions se concrétisent aussi pour que les entreprises prennent toutes leurs responsabilités en la matière, qu'on puisse véritablement libérer les énergies, les envies, les engagements
en faveur de ce public. Merci bien sûr à la DGEFP, au ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion. Je sais qu'Agathe va intervenir notamment sur le sujet de l'apprentissage et puis bien sûr un dispositif qu'on ne présente plus dans le cadre de ces workshops. Nathalie pourrait avoir sa participation permanente à ces workshops concernant l'immersion professionnelle, l'immersion facile et facilitée, à travers les solutions qui sont développées dans le cadre des programmes qu'on propose. Donc merci encore à vous. Merci Florian pour l'animation de ce workshop. Et puis on se retrouve dans la journée sur le terrain, au détour d'un duo day ou d'événements sur les différents territoires, les entreprises s'engagent. Merci Sylvain. Merci pour cette introduction. Et ben, je vous propose qu'on commence dès maintenant à rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du livre blanc par Hugues Defoy, qui est directeur de la mobilisation du monde économique et social à la GFIP. Merci Sylvain. Alors effectivement, nous sommes en plein SEPH et sur l'ensemble des territoires, un cru, je dirais, très riche cette année, puisqu'on a plus de 1000 événements qui sont organisés sur l'ensemble des territoires par l'ensemble des partenaires qui de ce qu'on appelle l'écosystème handicap. Bon, et effectivement, on est aujourd'hui euh, dans la journée du DUOD, qui est un peu emblématique, mais il y a beaucoup d'opérations et de manifestations qui permettent justement de mettre en relation des personnes en situation de handicap qui cherchent du travail, des employeurs et bien entendu l'ensemble des partenaires qui les accompagnent. Alors merci de cette opportunité de présenter ce travail que nous avons réalisé dans un cadre partenarial également, hein, alors dans le cadre de nos travaux avec la fondation Make .org et avec une équipe d'experts pour justement proposer un guide, un livre blanc très pragmatique, très opérationnel qui vise justement à accompagner avec une démarche un peu pas à pas sur le fait voilà d'être avec du recrutement dit inclusif et notamment le fait de libeller ces offres d'emploi de façon à que les personnes en situation de handicap puissent se projeter et pourquoi évidemment il y a des enjeux d'attractivité. On est dans une période voilà de tension sur certains métiers tout cela est de nature, évidemment, à favoriser le fait que les personnes en situation de handicap puissent se projeter sur des postes bien candidatés, mais c'est aussi pour les entreprises le fait de bien mettre en évidence un certain nombre d'éléments enfin, sur ce qu'elles font en matière de politique inclusive en direction des personnes handicapées et bien entendu de l'exprimer et de faire en sorte que ce soit plus visible. L'engagement des employeurs, ça passe aussi évidemment par cela. Alors, dans le guide qui se veut encore une fois, très pragmatique, qu'est-ce que c'est qu'une offre d'emploi inclusive et de quoi parle-t-on? Ben, une offre d'emploi inclusive, c'est une offre d'emploi qui est rédigée justement de sorte à n'exclure aucun profil qui aurait les compétences demandées pour le poste. Et une offre inclusive, ça assure donc une égalité des chances aux talents de tous horizons. Alors, on a mis dans le chat le lien qui permet de télécharger ce guide qui a été rédigé en trois parties. Donc, pourquoi justement innover pour l'inclusion professionnelle et tous les avantages évidemment que ça représente, hein, on vient de l'évoquer, notamment dans une période où il est évidemment fondamental pour les entreprises d'attirer tous les talents et donc dont évidemment les personnes en situation de handicap. Une deuxième partie qui est consacrée donc aux fondamentaux d'une offre inclusive où là on accompagne pas à pas à la rédaction d'une offre inclusive. Une troisième partie sur voilà le guide et outils pour déployer les offres inclusives. Et puis une quatrième partie pour aller plus loin, notamment les bonnes pratiques, parce que c'est vrai qu'il y a le côté je recrute, donc comment je communique
pour mieux recruter, mais aussi tout ce qu'il faut mettre en place en matière voilà d'intégration. Et ce guide, il a vraiment vocation à donner des conseils et accompagner à la mise en place de tout ça au sein des entreprises. Alors si on rentre un tout petit peu dans le détail sur certaines parties, et notamment la partie numéro un, ça part de constats, et en face de ces constats, justement, on essaye d'apporter des réponses. Un constat numéro un qui est que les personnes en situation de handicap hésitent à postuler sur des offres d'emploi standards sur les canaux tout publics. Bon, et que donc face à ça, ben évidemment, si on libelle ces offres de façon à les rendre inclusives, on augmente ses chances de pouvoir trouver alors la perle rare, je ne sais pas, mais en tout cas des personnes en capacité de répondre aux attentes des employeurs. Un constat numéro 2 qui est beaucoup de chercheurs d'emploi qui ne déclarent pas leur handicap. Et ça, c'est vrai que nous qui accompagnons les entreprises au quotidien, c'est vrai que c'est un sujet qui revient de façon très récurrente. Les personnes qui hésitent à faire état de leur situation de handicap. Et donc, effectivement, à partir du moment où l'entreprise exprime son besoin de recrutement avec une offre inclusive qui va, par exemple, détailler quel est l'environnement du poste, est-ce qu'on travaille assis, debout, est-ce que l'environnement est bruyant, quelles sont les conditions d'éclairage, ça permet évidemment aux personnes qui vont à un moment donné avoir un besoin spécifique de pouvoir justement se projeter sur l'exercice du poste. Et évidemment, ça permettra aussi, et il y a dans ce guide des conseils pour comment aborder lors de l'entretien le sujet du handicap, où bien entendu, on ne va pas être sur des dimensions de faire état de problèmes de santé ou de maladie, mais on va créer les conditions justement pour évoquer avec le candidat un certain nombre de besoins spécifiques que l'entreprise, évidemment, sera en mesure de satisfaire, de sorte à permettre l'exercice justement de l'activité professionnelle dans les meilleures conditions. Donc, ce constat, donc, que beaucoup de personnes ne Avec des déclarent pas supports. leur handicap, c'est évidemment, ce, encore une fois, s'engager dans cette démarche permet de faciliter les échanges sur ce sujet. Et puis, on parlait tout à l'heure, Sylvain évoquait l'engagement des employeurs. Ça traduit évidemment lorsque l'on libelle ces offres de cette façon et lorsque l'on crée toutes les conditions justement pour pouvoir évoquer, traiter et accompagner donc le handicap dans cette phase de recrutement et d'intégration, ça renvoie évidemment des signaux positifs en direction des personnes qui vont pouvoir ainsi c'est pouvoir faire état de leur situation de handicap et postuler euh, dans des conditions où les personnes vont savoir que leur candidature va être traitée avec un regard, avec ce regard particulier qui permettra justement de faire en sorte que on remplisse toutes les bonnes conditions pour que tout se passe bien. Donc voilà, en quelques mots, parce que effectivement, ce guide fait une trentaine de pages et avec quelques annexes qui permet donc de rentrer dans le sujet et encore une fois d'accompagner les entreprises à agir très concrètement sur ce registre. C'est très important de renvoyer des bons signaux en direction des personnes en situation de handicap. C'est très important d'accompagner aussi les choses en interne, en direction des recruteurs, mais aussi en direction des managers. Et évidemment, ce guide a cette vocation, là aussi, d'agir sur l'ensemble de ces registres.
Merci beaucoup, Hugues. Je crois qu'il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions à poser à Hugues, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire directement via le chat. On relayera avec plaisir toutes vos questions. Merci, Hugues, pour ce petit, enfin, cette présentation du livre blanc. On vous invite bien sûr à vous en saisir et à bien l'étudier car il est plein de ressources et c'est une ressource à ne pas négliger. On va partir maintenant, si vous n'avez pas de questions, à Agathe Bacon qui va nous présenter le guide d'apprentissage. Euh, Agathe qui est chargée de mission de développement et de l'apprentissage au ministère du Travail et du Plein Emploi et de l'Insertion. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci aux organisateurs, aux entreprises qui s'engagent d'avoir invité la DGEFP aujourd'hui. On est ravis de pouvoir présenter ce guide devant vous. C'est un guide donc, qui a été euh, co-réalisé par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, donc la DGEFP, et les deux fonds, à savoir l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, AGFIP, que vous connaissez et qui nous a fait le plaisir de prendre la parole juste avant, et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, FIPHFP. C'est un guide qui s'adresse, il est inédit dans son format parce qu'il s'adresse à trois cibles, à la fois aux employeurs, aux CFA et aux apprentis. Donc c'est un guide spécifique qui porte sur l'apprentissage en situation de handicap et son accompagnement. Il s'inscrit dans un contexte de soutien financier assez fort de l'État, comme vous le savez, en faveur de l'apprentissage et de l'inclusion des personnes handicapées. Avec l'appui, on a eu la chance de pouvoir très bien travailler avec les deux fonds que j'ai cités. Donc, il poursuit quatre objectifs. Mieux faire connaître les atouts de l'apprentissage aménagé, et je vais y revenir sur ce qu'on entend par apprentissage aménagé. Donc, mieux faire connaître ces atouts à la fois au public bénéficiaire, mais voilà aussi aux entreprises qui peuvent saisir ces opportunités de recrutement et aux CFA qui sont en charge de l'accompagnement dans la formation théorique. Le deuxième objectif, c'est d'augmenter le nombre de personnes, d'apprentis en situation de handicap. Aujourd'hui, enfin, il y a eu un bond l'année dernière en matière d'apprentissage en situation de, enfin, en matière, enfin, les chiffres en tout cas d'apprentis en situation de handicap ont augmenté. On était ravis, mais on s'en contente pas. Il faut qu'on fasse encore mieux et ce guide, je l'espère, va participer aussi à, enfin voilà, à ce que ça fasse des déclics aussi pour chacun. Et les deux derniers objectifs, donc sécuriser les parcours évidemment et mobiliser l'écosystème autour de l'apprentissage aménagé. Donc, qu'est-ce qu'on entend par apprentissage aménagé? Donc, on s'adresse déjà à un public euh, RQTH, donc disposant de la reconnaissance de la qualification de travailleur handicapé. C'est le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. Donc, pour bénéficier des aménagements, il faut effectivement pouvoir disposer de cette reconnaissance. Et plusieurs aménagements peuvent être prévus dans le cadre de ce contrat. Donc, le contrat d'apprentissage aménagé, c'est un contrat identique au contrat de travail, contrat d'apprentissage, mais sur lequel on peut voilà, agir pour pouvoir faciliter les parcours et la formation. Donc, le contrat pour les personnes RQTH, contrat d'apprentissage, n'est pas limité, il n'y a pas de limite d'âge. L'apprentissage s'arrête à 29 ans pour les publics qui ne disposent pas d'une RQTH. Par contre, pour ceux qui en disposent, on peut finalement faire sauter cette condition d'âge et embaucher des apprentis au-delà de 30 ans. Donc c'est quand même ça augmente le vivier et c'est quand même intéressant. Ensuite, la durée du contrat. Un contrat d'apprentissage, ça peut aller jusqu'à 3 ans en règle générale. Quand on pense à des aménagements de formation, on pense évidemment à pouvoir faire que ce contrat puisse durer plus longtemps. Donc, il peut être porté jusqu'à 4 ans quand on s'adresse à une personne en situation de handicap disposant de la RQTH. Et le déroulement de la formation, évidemment, voilà, il peut y avoir plusieurs aménagements selon les situations, à savoir un temps de travail adapté en entreprise, mais aussi des cours en ligne pour suivre les formations théoriques, des accompagnements renforcés, des matériels spécifiques
Et l'AGFIP qui est avec nous propose des offres de services et d'aides financières complémentaires euh, et peut être un appui très intéressant quand on est en entreprise et qu'on souhaite accompagner un apprenti RQTH. Donc ça, c'était pour la définition du contrat d'apprentissage aménagé. Donc dans le guide, on y revient en détail. On apporte aussi des exemples, des conseils, et on vous mettra le lien de la même façon dans le chat pour que vous puissiez aller le consulter. Donc, comme je vous ai dit, il y a trois cibles. Il y a une cible apprenti en situation de handicap, une cible employeur et une cible centre de formation. Là, je m'adresse à vous, donc je vais faire un focus évidemment sur la partie employeur. Donc cette partie, elle est construite sur le même format que les autres parties. Il y a des chiffres, on essaie d'enrichir grâce à des données. On vous donne aussi quelques exemples d'aides, des conseils, et on vous rappelle aussi les interlocuteurs privilégiés à saisir lorsque vous souhaitez vous engager dans un recrutement d'une personne en situation de handicap. Donc les rappels un peu des atouts de l'accueil d'un apprenti euh, bénéficiaire d'une reconnaissance de qualification de travailleur handicapé. Donc là, je vois qu'il y a une petite erreur, c'est bénéficiaire évidemment d'une RQTH en situation de handicap. Donc, c'est la conduite d'un projet humain dans le cadre de votre entreprise. Je pense que c'est un des premiers facteurs aussi qui peut déclencher un recrutement. On pense à ce projet humain d'embaucher une personne en situation de handicap. Euh, une sensibilisation des équipes aussi. Je pense que c'est une des clés aussi pour faciliter l'accueil. Et ensuite, cet accueil il peut vous être facilité grâce à différents acteurs qui existent dans l'écosystème de l'apprentissage. Donc, je pense au référent à handicap dans les CFA, qui est obligatoire depuis la loi de 2018 et qui est précieux aussi dans la construction de cette relation entre le CFA et l'entreprise. Donc la GFIP, comme j'ai cité, qui est un interlocuteur aussi privilégié pour vous accompagner dans vos démarches, et votre OPCO aussi, l'OPCO dont vous dépendez, qui peut vous apporter alors de l'ingénierie, des conseils et des bonnes pratiques dans la mesure voilà de l'expérience que l'OPCO a pu connaître. Et surtout, alors il y a deux autres critères qui sont plus financiers et réglementaires. Donc il y a un coût salarial assez limité parce il y a des aides, comme vous le savez, des aides pour l'embauche d'un apprenti, c'est 6 000 euros. Hein. Et en plus de ça, est complété grâce à la GFIP par d'autres aides financières qui viennent aussi abonder finalement cette embauche, ce recrutement. Donc c'est intéressant. Et le respect de l'OETH, donc obligation d'emploi des travailleurs handicapés, à savoir que les contrats d'apprentissage de personnes disposant d'une RQTH sont compris en fait dans cette OETH pour atteindre les 6% qui sont attendus, 6% de travailleurs handicapés qui sont attendus dans le cadre de votre activité d'entreprise. Donc ça, c'était le focus sur la partie employeur. Mais allez le consulter, je vous invite vraiment à vous en saisir parce que ça peut être un outil tout à fait intéressant dans le cadre de vos futurs recrutements en apprentissage qui, je l'espère, seront nombreux. Et je vais revenir sur un dernier point qui est le rôle essentiel du maître d'apprentissage. Et on a souhaité en tout cas faire une petite incise sur ce point qui nous paraît très important, notamment dans le cadre d'une embauche d'une personne en situation de handicap. Le maître d'apprentissage dans l'entreprise, c'est lui qui est en charge d'accompagner l'apprenti au quotidien dans ses missions d'apprenti, de lui transmettre les compétences dont il dispose dont le maître d'apprentissage dispose. Et il est responsable surtout de ses conditions de formation en entreprise. C'est lui aussi qui fait le lien avec le CFA et c'est un de mes derniers points, j'aurais pu le mettre en premier même. Donc il fait effectivement ce lien avec le CFA et il vous apporte aussi toutes les informations à savoir sur le déroulement du contrat d'apprentissage.
Et les adaptations, par exemple, qui sont mises en œuvre dans le CFA et qui pourraient être reproduites en entreprise si les adaptations sont nécessaires. Et c'est ce référent apprentissage, ce référent handicap, pardon, dans le CFA qui va pouvoir finalement être le maillon ou la clé d'entrée auprès de votre maître d'apprentissage dans le CFA. Donc pour ce maître d'apprentissage, plusieurs choses. Donc il doit répondre, comme vous le savez peut-être, à des exigences législatives et réglementaires. Donc cette personne doit disposer d'un diplôme du même domaine que celui visé par l'apprenti et avoir eu au moins une année d'expérience dans ce domaine. Et là, il y a une deuxième condition donc, qui n'est pas cumulative, hein, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc l'autre, c'est avoir au moins 2 ans d'expérience dans le domaine de compétences visé par l'apprenti. Euh, c'est assez strict, mais voilà, c'est nécessaire pour s'assurer que l'apprenti est bien accompagné. Et bien sûr, et voilà, ça tombe sous le sens, mais ce maître d'apprentissage doit bénéficier aussi de compétences humaines, relationnelles, pédagogiques suffisantes pour pouvoir accompagner tout au long de son diplôme l'apprenti. Vous pouvez aussi, si vous en faites le choix, et c'est conseillé dans le cadre de l'apprentissage en situation de handicap, de faire appel à une équipe tutorale donc composée de plusieurs maîtres d'apprentissage qui peuvent prendre le relais aussi. Donc c'est un point intéressant qui est possible. Et enfin, il existe, il faut le savoir, des formations spécifiques euh, qui peuvent être proposées aux maîtres d'apprentissage, notamment dans le cadre des situations de handicap où le maître d'apprentissage n'a pas forcément toutes les clés. Et c'est l'AGFIP qui peut vous aider sur cette formation et qui peut contribuer à la prise en charge de cette formation. Euh, donc, je pense que la boucle est bouclée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller consulter le guide. Il y a une autre ressource qui est en ligne aussi et qui concerne l'accompagnement par le référent handicap dans les CFA. Et je vous ai mis le lien, vous pouvez en prendre connaissance aussi. C'est un module de formation qui a été créé par le CARIFOREF et le ministère du Travail sur la formation justement des référents handicap dans les CFA, qui est votre clé d'entrée, encore une fois, auprès du CFA. Je vais laisser la parole aux autres intervenants et je vous remercie en tout cas pour votre présence et à bientôt. Merci Agathe, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous invite du coup à vous saisir de tous ces outils, notamment aussi du dernier outil que Agathe a présenté, qui peut être utilisé aussi par les entreprises parce que les CFA sont des entreprises aussi à part entière. Euh, pour la suite, alors je crois qu'il n'y a pas de questions, je ne dis pas de bêtises. Je vous propose qu'on passe du coup directement au sujet de l'immersion facilitée, avec la présentation de l'outil par Nathalie Rehr. Bonjour, Nathalie Rère. Je vais vous parler effectivement de l'immersion facilitée, mais avant ça de l'immersion professionnelle, qui est un dispositif qui est inscrit dans la loi dans le cadre du travail depuis 2014 et qui permet effectivement, c'est des duodés, mais duodés qui peuvent durer jusqu'à un mois. Ça peut être même renouvelé encore une fois. Donc ça peut aller parfois jusqu'à 2 mois dans des conditions vraiment particulières. Mais c'est du coup un jour à un mois pour accueillir des personnes dans une entreprise pour découvrir un métier en situation réelle auprès de professionnels qui exercent le métier directement. Alors, pourquoi l'immersion professionnelle nous tient tant à cœur? Je vais vous raconter une histoire, moi, que j'ai suivie personnellement. En fait, j'ai aidé une personne qui avait un handicap visuel et qui travaillait, hein, puisqu'il était équipier, enfin chef d'équipe dans une chaîne de restauration rapide, pour ne pas nommer précisément la chaîne en question, et gagnait correctement sa vie, avait un emploi stable, mais avait toujours exprimé le souhait de travailler dans la logistique. Et cette personne, les conseillers qui l'accompagnaient avaient toujours mis de côté ce souhait en lui expliquant que son handicap n'était pas du tout adapté au travail dans des entrepôts logistiques. Et finalement, il a pu rebondir en faisant une immersion professionnelle chez Steph. Il a fallu convaincre Steph que de toute façon, il n'y avait rien à perdre à ce qu'il puisse faire une immersion, mais ils ont été convaincus et ils l'ont accueilli. Et finalement, l'immersion devait durer une semaine. On a demandé, la personne qui l'accueillait, le tuteur qui l'accueillait, a demandé à ce qu'elle soit renouvelée une semaine de plus.
Elle a été renouvelée une semaine de plus et à la suite de l'immersion, comme eux ne faisaient pas de recrutement direct, il l'a recommandé auprès de l'entreprise d'intérim qui accompagne Steph et qui leur permet du coup à Steph de passer des missions d'intérim. Et donc, il a fait recruter cette personne par l'intérim. Et cette personne, après une année d'expérience en logistique dans l'intérim, a suivi une formation qui lui permet maintenant d'être un manager en logistique et qui est en CDI chez Steph. Voilà. Malgré son handicap visuel, en fait, l'immersion lui a permis d'ouvrir le champ des possibles et lui a permis de démontrer que sa motivation et lui, il le sentait qu'il était en capacité d'exercer ce métier. Grâce à l'immersion, il a pu faire la démonstration, lui se rendre compte par lui-même que c'était possible et faire la démonstration auprès de professionnels que c'était possible et qu'il n'y avait aucun frein, aucune limite à exercer ce métier. Donc voilà pourquoi l'immersion est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle permet à des personnes en situation de handicap de suivre, de poursuivre et de vraiment tester leur projet et de pouvoir vérifier si leur projet est compatible avec leur situation, sans a priori, sans aucun a priori et sans un refus de principe. Et c'est le plus important. Ça permet aussi à des entreprises qui n'ont pas l'expérience d'accueillir des personnes en situation de handicap de pouvoir le faire sans même chose, sans pression et sans derrière d'obligation, puisqu'une immersion ne débouche pas forcément sur un recrutement. Une immersion peut être faite pour trois situations. Première situation, quelqu'un cherche à découvrir un métier et dans ces cas-là, l'entreprise s'ouvre pour faire découvrir ce métier. Deuxième situation, la personne a un projet professionnel qui est assez solide et qui nécessite pour la poursuite de ce projet peut-être de faire une formation. Et dans ces cas-là, il est conseillé de lui faire des immersions au préalable à la formation pour vérifier que le niveau de compétence déjà acquise par cette personne et adapter le plan de formation vraiment à ce dont elle a besoin. Donc c'est confirmer un projet professionnel. Et la troisième situation, c'est effectivement en amont d'un recrutement. Et ce recrutement, ça peut être également en amont d'un recrutement en alternance. Et là, ça permet notamment de pouvoir définir des adaptations de poste éventuellement nécessaires pour des personnes en situation de handicap. Donc, à tout moment du parcours de la personne et à tout moment, je dirais, de la maturité de l'entreprise, l'immersion peut être mobilisée et il ne faut pas du tout s'en priver. Parce que c'est un dispositif facile qui a été rendu encore plus facile grâce à l'outil que je vais maintenant vous présenter. Je vais juste partager mon écran et la bonne fenêtre. Voilà. Alors maintenant, je vous vois plus. Donc, Florian, s'il y a quoi que ce soit, préviens-moi, parce que je suis du coup sur la fenêtre de l'immersion facilitée. Donc, immersion facilitée, c'est un produit, un service numérique, un service public numérique, hein, j'entends. Il est totalement à la libre disposition à la fois de candidats potentiels, à la fois d'entreprises et de structures qui accompagnent les candidats potentiels et qu'on va appeler des prescripteurs. Aujourd'hui, nous avons comme utilisateurs, nous avons 94 Cap Emploi, nous avons une vingtaine d'ESAT et le nombre va croissant. Il y a tous les jours des ESAT qui demandent à pouvoir utiliser l'outil. Nous avons également le réseau Messidor qui commence à utiliser l'outil. Donc, autant de structures qui sont vraiment spécialisées dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et nous avons également, bien sûr, Pôle emploi qui l'utilise. Toutes les agences Pôle emploi l'utilisent France entière. Et les agences Pôle emploi elles-mêmes peuvent accompagner des personnes en situation de handicap. Nous avons également le réseau des missions locales qui l'utilise. Alors, cet outil, en fait, il a deux leviers pour faciliter la réalisation des immersions professionnelles. Un premier levier qui va consister à permettre une recherche d'entreprise accueillante. Et cette recherche d'entreprise accueillante, quel que soit le travail, le métier que l'on veut rechercher, on va avoir derrière. Alors, je prends un métier classique hein, qui est voilà.
et vous allez voir que on a des entreprises qui se sont référencées comme entreprises accueillantes et qui vont pouvoir être contactées, pour du coup accueillir des candidats en immersion professionnelle. Alors, cet aspect de recherche d'entreprise, elle est rendue possible parce que on a des entreprises, donc vous potentiellement, qui allez vous inscrire sur l'immersion facilitée en vous référençant. Et pour se référencer, il faut déjà avoir un numéro de SIRET. Nous allons vérifier que le numéro de SIRET est effectivement actif. Et après le formulaire, vous allez vous en rendre compte, est très rapide à remplir et surtout, il va permettre de préciser si vous êtes prêt à accueillir des personnes en situation de handicap. Faites-le. Aujourd'hui, on a 45 000 entreprises qui sont inscrites comme entreprises accueillantes et qui peuvent être contactées par notre intermédiaire et seulement 3 000 qui ont déclaré qu'elles pouvaient être en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. N'hésitez pas à le faire. Et à vous dire que par défaut, vous êtes en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Ça permet aux candidats, comme il a été dit en première partie de présentation, à des candidats qui sont en situation de handicap de se sentir rassurés, de se dire celle-là, je peux y aller. Je vais pas forcément avoir besoin d'expliquer dans quelle situation je suis et je peux du coup aller directement rechercher une immersion auprès de ces entreprises. Donc vraiment faites-le, pensez à vous inscrire en mettant vraiment cette information de être en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Derrière, ça va également faciliter le travail des Cap Emploi, des structures qui accompagnent, qui peuvent faire du coup elles aussi y aller en toute confiance et aller contacter ces entreprises. Les entreprises qui se référencent, elles vont préciser les métiers sur lesquels elles peuvent accueillir en situation des personnes en immersion, qu'elles soient en situation de handicap ou pas, peu importe. Elles peuvent du coup vraiment définir les métiers et c'est une liste qui peut être modifiée à tout moment. Pour accueillir une personne en situation de handicap ou toute autre personne en immersion, il y a une condition sine qua non. C'est un peu comme dans l'apprentissage. En fait, il faut qu'il y ait une personne qui exerce le métier au sein de l'entreprise et qui soit d'accord, qui soit volontaire pour pouvoir accueillir une personne et lui présenter le métier et éventuellement faire quelques tâches à la personne qui va être là pendant une semaine ou 15 jours. On va vous demander également de préciser le nom, le prénom, la fonction, un numéro de téléphone et un email de la personne qui va être contactée pour faire des demandes d'immersion. Sachez, je ne sais pas si tu voulais montrer de façon relative suffisamment précise, mais sachez que votre numéro de téléphone et votre email ne sont pas mis directement sur la plateforme. Vous avez vu, il y a un formulaire de mise en relation. Ce formulaire de mise en relation permet pour les entreprises, pour essayer d'être contactées par email, permet d'envoyer directement à l'entreprise sans qu'on affiche directement l'email de l'entreprise le message de la personne qui souhaite faire une immersion ou du conseiller qui l'accompagne et permet également pour des entreprises qui veulent être contactées par téléphone ou une présentation directe. Dans ces cas-là, c'est nous qui allons envoyer sur le mail qui a été précisé par le candidat, nous allons lui envoyer les coordonnées de l'entreprise à contacter. Donc, on n'expose jamais directement les coordonnées d'une entreprise sur la plateforme. Soyez rassurés sur ce point. Le deuxième levier, c'est en fait, vous êtes mis d'accord avec un candidat pour l'accueillir en immersion. Et vous pouvez, après, directement remplir une demande de convention. Cette demande de convention, elle peut être remplie par n'importe qui. C'est-à-dire qu'elle peut être remplie par vous, directement, l'entreprise. Quand vous êtes en relation avec un candidat, que vous êtes mis d'accord, le candidat est en face de vous et vous allez démarrer avec lui le formulaire de demande de convention. Il peut être d'abord rempli en première partie par un candidat qui ensuite va pouvoir vous le partager et vous allez continuer à le remplir. Il peut être rempli par un conseiller qui accompagne un candidat pour les personnes qui sont le plus en difficulté avec le numérique. Ce formulaire, il est composé de différentes parties, des informations sur le candidat. Et vous allez voir que sur les informations pour le candidat,
on propose au candidat de déclarer s'il a une reconnaissance RQTH ou pas. Alors, on le propose, ce n'est pas obligatoire, c'est toujours sur la base du volontariat. Par contre, ça a un intérêt pour les entreprises de salariés puisqu'ils accueillent des personnes en immersion, c'est que quand vous accueillez en immersion des personnes en situation de handicap, c'est un petit plus entre guillemets qui participe en fait à votre taux d'emploi des personnes en situation de handicap, puisqu'il y a un taux minimal légal à atteindre, et du coup toute immersion est décomptée. D'où l'intérêt d'avoir cette déclaration avec cette mention RQTH. Mais c'est bien en fait vraiment le candidat qui de lui-même va renseigner cette information, et elle n'est en aucun cas obligatoire. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de le faire. Voilà, c'est la petite subtilité à avoir en tête. Et donc, ce formulaire qui se remplit avec plusieurs parties va permettre de détailler ce qui va se faire dans le cadre de l'immersion. Dès lors qu'il va être totalement complété, la dernière personne qui aura fini de le compléter va cliquer sur vérifier la demande, et ça va générer une demande de convention qui va être envoyée directement à la structure qui accompagne le candidat. Et cette structure, elle aura pu être définie ici. Alors, par exemple, si je vais dans le 69, je devrais avoir un cap emploi qui va apparaître. Voilà, je suis dans le 69, et là, j'ai un cap emploi qui est inscrit et qui, par exemple, peut suivre un candidat qui veut faire une immersion. Et dans ces cas-là, la demande de convention va être envoyée directement à Cap emploi, qui va pouvoir l'étudier immédiatement et qui va pouvoir derrière la valider ou demander des informations à compléter ou des modifications d'informations. Sachez que dans les 90% des demandes de convention, celles-ci sont validées dans les 48 heures, en moins de 48 heures. Cet avantage, en fait, de la rapidité derrière permet de sécuriser un démarrage d'immersion. Plus on attend avant d'avoir un accord pour faire une immersion, puis une personne qui est en difficulté et très éloignée de l'emploi, ou plus ou moins éloignée de l'emploi, peut derrière perdre la dynamique et finalement ne pas se présenter le jour du démarrage de l'immersion. Donc, nous, en permettant cette dématérialisation de la convention et cette rapidité dans la décision, derrière, ça permet du coup vraiment de sécuriser et de démarrer une immersion le plus tôt possible. L'idéal est quand même de pouvoir demander une convention d'immersion une semaine au préalable pour permettre à tout le monde de se retourner. Mais ça peut être fait vraiment dans les 48 heures si c'est nécessaire. Alors, pourquoi cette convention est indispensable? Cette convention, elle est indispensable puisqu'elle permet à l'entreprise comme au candidat d'avoir vraiment une couverture en cas de souci. Et notamment, le risque accident du travail va être porté par la structure d'accompagnement qui va valider, qui va émettre la convention. Donc, ne jamais démarrer une immersion tant que vous n'avez pas reçu la confirmation que la convention est bien validée. Et cette confirmation est faite sous forme de notification par mail et vous permet d'avoir accès à la convention et de la télécharger et de la mémoriser, stocker quelque part si vous en avez besoin. Ça vous permettra de prévenir en cas de souci. Et dernière petite précision, s'il y a un accident, c'est toujours possible. Ça arrive très rarement. Si jamais il y a un accident, c'est Cap emploi, enfin c'est la structure d'accompagnement, ça peut être Pôle emploi, Cap emploi ou une autre structure d'accompagnement, qui va faire la déclaration d'accident du travail. Ce ne sera pas à vous de le faire. À la fin de l'immersion, il y a une évaluation de l'immersion qui est demandée à l'entreprise, au tuteur. C'est important de la compléter parce que ça permet ensuite au candidat que vous avez reçu de poursuivre son parcours professionnel grâce à vos retours. Ça permet de vous dire, oui, la personne a bien les aptitudes pour faire ce métier. Oui, la personne a les aptitudes, mais il lui manque telle ou telle compétence. Oui, la personne a les aptitudes, mais on a vu que par rapport à ces situations, voilà le type d'adaptation du travail qui sont nécessaires. Et donc, c'est aussi très utile, notamment derrière, pouvoir faire un bilan avec la GFIP et éventuellement demander des aides pour des aménagements de poste. Donc, pensez vraiment à remplir cette évaluation et à préciser, du coup, à faire un tableau un peu précis des adaptations nécessaires si vous souhaitez recruter la personne.
Voilà. Donc, je pense que là, je vous ai dit vraiment l'essentiel. Vous pouvez aller directement sur la plateforme Immersion Facilité. On a une fac qui va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. On a une équipe support qui peut permettre de vous répondre aussi directement. Et puis, vous pouvez bien sûr vous retourner vers les structures qui ont l'habitude d'accompagner ces personnes en situation de handicap et qui elles-mêmes connaissent très bien le dispositif de l'immersion. L'immersion est insuffisamment mobilisée pour les personnes en situation de handicap et c'est vraiment dommage parce que derrière, c'est un gage de succès pour le parcours de la personne et pour une entreprise qui souhaite recruter. Je vois que Hugues acquiesce, donc je vais lui passer la main, sauf s'il y a des questions. Je vais arrêter le partage par contre. Merci Nathalie. On a juste une petite question sur comment se décide la durée de l'immersion. Alors, la durée de l'immersion, elle se décide en fonction du projet de la personne et en fonction de la capacité de l'entreprise d'accueil. Euh, alors, il y a des structures d'accompagnement qui peuvent aussi, du coup, préconiser une durée d'immersion, surtout pour les personnes en situation de handicap, parce que le conseiller connaît bien la situation de la personne, éventuellement ses fragilités, et donc peut suggérer une durée d'accompagnement, une durée d'immersion, de même qu'une immersion n'est pas obligatoirement du temps complet. Elle se fait normalement en situation réelle de travail, mais ça peut très bien, il peut être décidé que ça se passe sur du temps partiel, sur une demi-journée, étalée sur 15 jours. Voilà. C'est vraiment en fonction de la situation, au cas par cas, on va dire. Ok, super. Une autre petite question, c'est qui a déjà été répondue partiellement, c'est pendant la période d'immersion des salariés en situation de handicap, est-ce qu'ils sont comptabilisés dans les 6% de OTH? Oui, alors c'est un pourcentage en fait, hein, c'est pas, mais oui, oui, bien sûr. Ok. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions, donc on va pouvoir passer tout de suite au focus sur les aides de la l'AGFIP et les aides pour maintenir en emploi les personnes qui sont en situation de handicap avec Hugues Defoy. Merci. Alors oui, je ne peux que aller dans le sens de ce que dit Nathalie sur l'immersion, ce qui permet, et puis vous avez vu avec tout l'accompagnement qui va avec, qui permet de sécuriser évidemment tout cela. Alors je vais partager mon écran. On va essayer de faire vite puisque le temps nous est compté. Alors dire juste un petit mot sur la GFIP. Bon, la GFIP qui fonctionne dans un écosystème. Alors on en a déjà cité à l'occasion de cette présentation effectivement un certain nombre d'acteurs. Donc Cap Emploi, Pôle Emploi. Je rappelle que Cap Emploi, Pôle Emploi travaillent main dans la main aujourd'hui dans le cadre d'un rapprochement, le dispositif de l'emploi accompagné, tout un réseau de partenaires qui sont spécialistes du handicap, puisque voilà, il faut parfois aller chercher une expertise un petit peu plus pointue pour accompagner certaines typologies de handicap, les acteurs de la santé au travail, et on va parler tout à l'heure du maintien dans l'emploi, les acteurs de la formation, et ça fait tout à fait écho avec ce qui a été dit tout à l'heure par Agathe, et je ne saurais insister sur le fait que justement de l'importance des référents handicap dans les organismes de formation, et de rappeler d'ailleurs que nous intervenons aujourd'hui en compensation du handicap en situation de formation avec des ressources handicap formation qui sont en capacité justement d'identifier les besoins de la personne et de mettre en place la compensation individuelle. Et si en situation d'alternance, il faut également compenser le handicap dans l'entreprise, évidemment, on fait aussi une adaptation de la situation de travail, donc ça va ensemble. Et le référent handicap d'un organisme de formation va causer, bien évidemment, avec le référent handicap des entreprises qui sont présentes dans les entreprises de plus de 250 salariés, parce que c'est désormais une obligation légale. Et puis on travaille aussi avec des acteurs, des prestataires, des cabinets RH qui sont spécialisés sur le handicap, parce que dans le cadre de l'accompagnement que nous réalisons auprès des entreprises, on fait pas mal de diagnostics pour construire justement des feuilles de route, des plans d'action sur le handicap, sur l'ensemble des axes. Donc évidemment l'accès à l'emploi, mais aussi la sensibilisation, la communication, la formation des collaborateurs, bien sûr le maintien dans l'emploi et le recours au secteur protégé et adapté. La GIP, elle est présente sur l'ensemble des territoires avec ses 14 délégations régionales. Alors juste très rapidement, les bénéficiaires de l'offre de la GFIP, et on a déjà dit un petit mot à travers les présentations tout à l'heure, les personnes et les entreprises, qu'en fait nous avons une offre qui est duale, qui est orientée à la fois vers les personnes et vers les entreprises. Tout ça
ayant vocation à sécuriser les parcours. Alors, encore une fois, ça fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'alternance, mais globalement aussi sur la formation, puisque bon, l'idée c'est bien que on puisse s'engager dans un parcours d'accès à l'emploi sécurisé avec tout si nécessaire, si besoin. Ça n'est pas encore une fois systématique, mais quand il y a besoin de compenser le handicap et quand il y a besoin donc de répondre à un besoin spécifique, on sera en capacité de le faire. Tout ça ayant vocation à être complémentaire au droit commun, ça a été aussi tout à l'heure notamment sur l'alternance et plus particulièrement sur l'apprentissage. Les aides de la GFIP sont cumulables avec les aides de droit commun. Et puis, bien sûr, couvrir l'ensemble des besoins en situation donc de préparation d'un projet pour une personne comme en situation de maintien dans l'emploi dans l'entreprise. Alors, si on fait un petit focus sur des sujets de type maintien dans l'emploi, on travaille évidemment avec les acteurs de la prévention donc et de la santé au travail. On a des cellules qui sont spécialisées, qui s'appellent des cellules de prévention de la désinsertion professionnelle. Tout ça fonctionnant évidemment avec l'assurance maladie et aussi le fait que on a des acteurs donc qui interviennent spécifiquement sur ces questions. La GFIP ayant vocation à compenser le handicap et ayant vocation à faire en sorte que sur l'ensemble des territoires, nous ayons bien les réponses qui soient mobilisables et par les personnes et par les entreprises dès lors que il y a un besoin et d'accompagnement et de mise en place d'une action particulière en matière de compensation du handicap. Si on revient plus spécifiquement sur l'accompagnement des entreprises, alors ça c'est important parce que ça a été aussi rappelé tout à l'heure, on parlait de l'engagement des entreprises, on parlait justement de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de réponses, il y a beaucoup de solutions. Donc, il faut être en permanence en appui des entreprises pour qu'elles soient justement en capacité de mobiliser tout ça et puis qu'elles construisent donc ces fameux plans d'action, ces feuilles de route sur le handicap. Alors, handicap qui s'inscrit d'ailleurs aujourd'hui la plupart du temps dans des dimensions un peu plus larges, type diversité, type responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Et la GFIP, elle a développé une offre donc de conseils en direct. Nous accompagnons en direct des entreprises pour justement les aider à avancer, à progresser et à mettre en place de façon très concrète des actions sur l'ensemble des champs de cette politique handicap. Donc accès, maintien, recrutement, formation, sensibilisation, communication. Bon, et avec notamment, ça a été rappelé tout à l'heure sur la formation avec les référents handicap dans les CFA, le réseau des référents handicap que nous animons, puisque nous avons des référents handicap dans les entreprises aujourd'hui, et cette mise en réseau des acteurs, c'est extrêmement important pour justement les appuyer, les accompagner, faire en sorte qu'ils se parlent entre eux et qu'ils se professionnalisent et qu'ils échangent sur des bonnes pratiques, des expériences et qu'ils partagent tout ça de sorte évidemment à faire avancer les choses. Dans l'appui, on propose aussi des outils. Peut-être certains connaissent l'ActiveBox où tous les mois on reçoit donc son kit avec des affiches, des flyers, des vidéos, des témoignages qui parlent des différents types de handicap notamment, et ce qui permet de faire vivre très concrètement le sujet du handicap au quotidien dans les entreprises. Alors si on revient un petit peu sur des sujets de maintien dans l'emploi, on voit que encore une fois, ça fonctionne avec cette galaxie d'acteurs. On a évoqué les Cap Emploi. On a un dispositif particulier sur le maintien qui est Commerce France, qui permet justement pour une personne qui est en arrêt, qui est en rééducation professionnelle, de parallèlement à sa rééducation professionnelle, de construire, enfin de travailler sur son projet professionnel, puisque on sait très bien que les deux vont de pair et que ça participe d'ailleurs de la reconstruction globale de la personne. Le dispositif de l'emploi accompagné, qui est à travers le CFEA, les ressources handicap formation qu'on a évoqué tout à l'heure,
Et puis voilà, du conseil, Inclus Pro formation, c'est aussi des outils qui permettent justement de fabriquer les prérequis pour les personnes, sur des formations adaptées pour fabriquer les prérequis pour les personnes, notamment pour rentrer en formation et plus particulièrement en situation d'apprentissage. Et puis tout un tas de prestations spécifiques sur des typologies de handicap, et puis bien sûr des études ergonomiques pour faciliter l'aménagement et l'adaptation des situations de travail. Alors, un petit panorama là aussi très rapide, parce que je vois que le temps tourne sur les aides, alors au maintien, mais qui sont d'ailleurs pas spécifiques au maintien dans l'emploi, puisque notamment l'aide à l'adaptation de la situation de travail, qui permet justement, dès lors qu'à un moment donné, le médecin du travail va poser la nécessité d'un besoin spécifique pour une personne. Alors soit au moment de l'accès à l'emploi, puisque évidemment on a une visite d'embauche, mais à n'importe quel moment du parcours, on va être en capacité d'adapter la situation de travail, parfois même en mobilisant donc une étude ergonomique lorsque c'est nécessaire. On a des aides à la recherche de solutions aussi dans le cadre du maintien dans l'emploi. On l'a dit tout à l'heure, il y a des aides à la formation qui peuvent être mobilisées spécifiquement dans ces situations de maintien dans l'emploi, notamment lorsqu'il est nécessaire pour une personne de se reconvertir, soit au sein de l'entreprise pour justement accéder à un nouveau poste, soit d'ailleurs à l'extérieur. Donc ça sont des aides en direction des entreprises, et on a évidemment un certain nombre d'aides qui sont en direction des personnes, des aides process auditives, des aides techniques à la compensation, les aides au déplacement également lorsque l'on est en difficulté pour prendre les transports en commun notamment. Et puis aussi, et on a aussi l'aide à la création d'entreprises. C'est vrai on en parle peut-être pas suffisamment, mais c'est un moyen évidemment tout à fait pertinent, intéressant d'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Et la GFIP est d'ailleurs partenaire d'HUP, qui est un réseau qui accompagne les créateurs d'entreprises et ce qu'on appelle les travailleurs handicapés indépendants, les TIH, travailleurs indépendants handicapés. Et le fait de faire travailler un TIH, c'est évidemment valorisable au titre justement de la réduction de sa contribution éventuelle à la GFIP. Bon, tout ça évidemment se retrouve sur notre site qui est assez riche en informations diverses et variées. Je vais dire un petit mot quand même de l'appui à la professionnalisation, parce que ça c'est important. On travaille évidemment en direction des entreprises avec des modules d'appui à la professionnalisation qui s'appellent Module Pro, alors qui permet justement de former les référents handicap dans les entreprises. Mais on a aussi des modules pro en direction des acteurs, notamment du service public de l'emploi, en direction des acteurs du dialogue social, puisque vous savez que construire une politique d'emploi, c'est aussi un sujet de dialogue social. On peut parler notamment des accords d'entreprise, hein, puisque ces accords sont négociés avec les partenaires sociaux et ensuite font l'objet d'un agrément par l'État. Mais de façon globale, si je puis dire, lorsque la GFIP accompagne une entreprise, lorsqu'on fait une convention avec une entreprise, pardon, on demande à ce que évidemment les organisations syndicales soient associées, puisque c'est évidemment un sujet de dialogue social. Et donc toute cette batterie, si je puis dire, d'outils en direction des entreprises, mais aussi en direction des acteurs de la formation, parce qu'on a aussi des outils, des modules pro en direction des acteurs de la formation. Ça permet à tout un chacun de bien appréhender le sujet et de se professionnaliser sur cette thématique handicap, de s'outiller, et tout ça ayant vocation évidemment à donner les moyens de l'action, puisque c'est ça qui est important, puisque la GFIP ne fait pas, la GFIP est là en appui et des entreprises et des personnes et des acteurs pour que évidemment on soit en capacité de construire des entreprises inclusives et donc de fabriquer une société globalement plus inclusive. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que nous sommes arrivés à 12h30.
Super, merci beaucoup Hugues. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par la GFIP, de l'accompagnement, de la sensibilisation, de la communication, tout un panel d'offres que vous proposez et qui sont disponibles du coup sur le site internet pour information que vous pourrez trouver sur le site internet. Je rappelle juste que ces aides elles sont disponibles aussi pour les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Donc il faut vraiment aller voir toutes les informations. C'est pas réservé que aux entreprises de plus de 250 salariés. Euh, on a peut-être une petite question pour Hugues qui va Oui, revenir c'est sur. important ça, Florian, effectivement. Tout ce que j'ai présenté, nous ne faisons pas de distinction entre les entreprises. Nous sommes en appui des employeurs, quelle que soit leur taille, y compris d'ailleurs les travailleurs indépendants qui emploieraient leurs premiers salariés en situation de handicap. Exactement. Comme tous les membres de la communauté Les entreprises s'engagent, on accepte tout le monde, les petites, les moyennes et les grandes entreprises. Une petite question, Hugues, qui va revenir, je pense, sur le sujet du livre blanc qui a été évoqué au début de ce workshop. C'est comment sensibiliser les managers à ce sujet. Eh ben, en mettant en place un programme justement de sensibilisation. Alors, il y a des outils AGFIP qui existent à travers les modules pro, mais on peut sensibiliser aussi ces managers, voilà, en utilisant l'ActiveBox de l'AGFIP, par exemple, pour parler du handicap psychique. On crée un espace de discussion et de travail autour du sujet. Et surtout, ce qui est important, c'est d'ouvrir les espaces d'échange, parce que si on parle des managers, il y a une question qui revient souvent, c'est le manager, il est parfois un peu démuni, il ne sait pas trop comment faire. Il se pose aussi des questions de savoir si, par exemple, ça va pas être compliqué, voilà, de travailler avec une personne en situation de handicap. Si par hasard il y a des questions autour de la performance, autour de est-ce qu'il faut en parler, pas en parler. On a des outils qui permettent, voilà, de créer ces espaces d'échange, de dialogue autour du sujet, parce que toutes ces questions sont de bonnes questions. Et surtout, ce qu'il faut, c'est justement être en capacité d'y répondre. Super. Et du coup, j'en profite pour vous dire que les clubs, les entreprises s'engagent, Sylvain l'a précisé en introduction, mais font beaucoup d'événements sur le sujet du handicap et c'est aussi un espace de rencontre et d'échange. Et vous aussi, à la GFIP, vous faites des espaces de rencontre à une plus grande dimension avec les universités des référents handicap qui ont lieu chaque année depuis quelques années et qui, je crois savoir que aura aussi lieu en 2024. Alors, en 2024, absolument, on réunit les référents handicap, mais aussi l'ensemble de nos partenaires. Ce sera au Havre, au Carré des Docks, et ça aura lieu le 21 et 22 mars 2024. Donc, notez d'ores et déjà sur vos agendas. Et en tout cas, en ce qui concerne les référents handicap des entreprises, c'est évidemment l'occasion de se retrouver, puisque le réseau des référents handicap, il est national, mais il vit sur les territoires, donc ça permet de réunir tous nos référents handicap qui sont sur l'ensemble des territoires. Et puis, bien sûr, on travaille aussi avec les clubs. La France s'engage que de plus en plus la GFIP est impliquée et le handicap est de plus en plus inscrit, euh, je dirais, dans les travaux très opérationnels des clubs sur les territoires. Et il y a du maillage, évidemment, qui se fait avec le réseau des référents handicap. Exactement. Merci beaucoup et on sera là. On va clore ce workshop. Merci beaucoup à tous les intervenants et merci à tous ceux qui ont participé. Vous pourrez retrouver ce workshop du coup sur la chaîne YouTube Les entreprises s'engagent d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à le partager et on se donne rendez-vous le mois prochain, le jeudi 14 décembre à 11h30 sur un nouveau thème qui sera le thème de la solidarité. Merci beaucoup et bonne journée.